Je vais mettre une lampe, c'est normal que vous ne nous entendiez pas. Et Tu leur dis bonjour. qu'ils nous entendent pas? Si, ils nous entendent. D'accord. Bonjour, il y a eu 4 follow. Bonsoir. Edwin Di Mariel, Jill87, merci. Oui, on nous entend, mais je vais mettre une... En fait, on nous entend. En fait, on nous entend, mais je vais mettre une petite lumière un peu mieux, parce que là, on est tout noir. On s'est habillés en l'image noir est pas tous les belle. deux. Donc, ce soir, finalement, on va vous parler de notre boulot, finalement. On s'est dit on avait fait plein de lives et qu'on n'avait même pas parlé de la base. Voilà. Vas-y. C'est un peu fort. C'est-à-dire notre boulot au planning familial. Et heureusement pour nous, parce qu'on doit tenir 2 heures, il est très varié. Donc, on va avoir plein de choses à vous raconter. Et, comme le titre laisse penser, des petites surprises. Parce que, évidemment, on a pris nos outils. Hein? C'est mieux comme ça. Ouais. C'est mieux, on est beaucoup plus lumineux. Est-ce que, bonsoir AS, est-ce que le son est bien? Normalement, le son doit être bien. Je vais remettre mon micro un peu mieux. Oh, c'était mieux avant, Lucas. Pour- Oui, tu peux la baisser un peu si tu veux. Ou la... Ou la monter comme tu veux. C'est juste qu'on voit un peu mieux nos t-shirts. Voilà. Mais si tu veux, tu peux la baisser totalement, il n'y a pas de souci. je trouve que là, ça va encore. Impec. Merci Edouard Di Mariel. Donc oui, on n'avait pas beaucoup d'idées. Donc on s'était dit que il y a un fait d'actualité, je trouve assez notable, mais on en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. Ou ce sera pas notre introduction. Ouais, Il est non. trop glauque. Non, parce que sinon, ça risque de plomber un peu l'ambiance. Donc, oui, on va parler, on va présenter le planning familial, parce que on dit, ouais, bonjour, on est travailleurs sociaux, mais finalement, on n'a jamais vraiment présenté ce qu'on fait au planning familial. Enfin, si, quelques bribes. Ah oui, on peut aller au planning familial pour se faire suivre psychologiquement, tout ça, mais... On vous a pas fait la totale. Voilà, on n'en a pas tout présenté, je pense que c'est quand même relativement important pour qu'on puisse comprendre, parce que c'est qui nous, ces travailleurs sociaux qui conseillent les gens, voilà, un peu nous présenter. Je bois mon café, bien sûr. Il faut tenir le coup. Hein. Alors, quand on passe la porte d'un planning familial, tout d'abord, on se retrouve, quoi qu'il arrive, devant l'accueil. Donc, l'accueil d'un planning familial, c'est sa base, c'est son cœur. C'est le pôle accueil. Tout à fait. Tout planning familial est obligé d'avoir un pôle accueil. C'est dans les cahiers de charges de la région wallonne, hein, chez nous. La Belgique. plaque tournante, c'est vrai, c'est là que... C'est pas là que tout se fait, mais c'est... C'est là que tout commence. Mais c'est là que chaque personne qui va arriver au planning va être dirigée soit autre part, hein, parce que faut pas oublier qu'au planning On ne pose pas de prothèse dentaire. Oui, c'est ça, voilà. On a un travail de réorientation ou alors dans les autres services du planning, en fait. Donc oui, le pôle accueil. Tu peux nous en dire plus sur le pôle accueil? Alors, l'accueil en planning familial, il a la particularité d'être toujours occupé par un travailleur qui a une formation qui n'est pas nécessairement que du secrétariat. Donc, souvent, ce sont des assistants sociaux, ou alors, parfois, les psys le font également, parfois, les conseillers conjugaux familiaux. On va pas dû le mettre au pluriel. Conseiller R conjugué. Voilà, on va parler de façon inclusive. Parfois des animateurs, parfois des personnes qui sont spécialisées dans l'accueil. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Il est même arrivé que certains médecins fassent l'accueil dans certains plannings. Donc vraiment, on peut rencontrer plusieurs types de professionnels différents qui sont spécialisés chacun dans leur domaine et qui du coup apportent un petit plus à l'accueil. Oui, un petit plus à l'accueil. Et ce qui est bien, je trouve, c'est que chaque accueillant sera différent, hein, forcément.
Et oui, ça fait un peu ça fait un peu la force du planning, hein, que ce soit une institution qui est pluridisciplinaire, je trouve. Donc où il y a plusieurs disciplines, plusieurs métiers différents et que tout le monde est un peu au même pied d'égalité, ça donne beaucoup d'expérience, je trouve, sur le terrain, que ce soit les psys qui nous parlent de leur formation ou les médecins. Et pourquoi on peut passer à l'accueil? Demande AS. Demande. Alors, on peut venir à l'accueil pour plein de choses différentes. Donc, en gros, ce pourquoi un planning est compétent, bah, ça peut être reçu à l'accueil. Par exemple. J'ai du mal à... Là, on va aller dans le pôle assistance sociale, hein, mais j'ai du mal à payer mes factures, je m'en sors pas. Est-ce qu'on peut aller au planning familial pour ça? Tout à fait. Oui. Alors, on n'est pas spécialisé dans les dettes, etc., dans l'exemple précis ici, mais par contre, on pourra vous aider pour faire du tri de papier, vous réorienter vers un service plus adéquat. Mais pour ça, vous fixez un rendez-vous avec un assistant social. Donc, c'est pas à l'accueil qu'on va faire ça, mais à l'accueil, on va vous fixer un rendez-vous avec l'assistant social. Ce qui est bien, c'est qu'ici à EY, on a, j'ai l'impression, plusieurs spécialités, on va dire. Oui. Je pense qu'il y a, je les connais pas encore tous, hein, mais il y a des travailleurs qui sont plus spécialisés dans différentes branches. Moi, par exemple, niveau budget et tout ça, c'est pas mon fort. Enfin, voilà. Donc on a Mrs. Budget. C'est aussi Madame Budget. Moi, ce sera peut-être plus. Moi, je suis compétent en logement. Hein, ça, c'est bon, ça. J'aime bien. J'aime bien regarder les annonces. Non, mais j'ai travaillé dans ce qui était un peu logements sociaux, logements précaires, donc je connais un peu mieux. Donc on a tous le même diplôme d'assistant social, mais on a tous des spécificités un peu différentes qui sont issues de notre parcours. De notre au expérience final. passée, oui. Donc c'est vrai que le planning, on est un service de première ligne, donc en social, on n'a pas des spécificités à part l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et il arrive que parfois des demandes sociales aient à voir avec ça, même quasi systématiquement. D'ailleurs, ça résume bien tout ce qu'on peut faire à l'accueil, c'est accueillir toute demande en rapport avec la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc, c'est très large finalement. Ouais, c'est vrai que c'est très large et comme on a dit tout à l'heure, si jamais le planning n'est pas nécessairement compétent, on réoriente autre part. Hein. C'est la force du travail social en Belgique, c'est qu'on travaille en réseau et que chacun a toujours une petite idée d'où la personne qui demande peut aller, quoi. Puis si on ne sait pas, on cherche. Oui, voilà. Mais généralement, ça va, je trouve. On est des bons chercheurs, je pense. Tout à fait. Donc ça, c'est le pôle social. Hein. Est-ce qu'on va plus présenter le pôle social ou je parle un peu de l'histoire du planning? Je pense qu'on peut continuer à parler de l'accueil parce que c'est vrai qu'on a quand même des spécificités très précises à l'accueil. Donc effectivement, de façon large, tout ce qui est en rapport avec la vie relationnelle, affective et sexuelle. Mais on a des spécificités que personne d'autre, aucun autre service, qu'il soit social, psychologique ou autre, ne propose. C'est-à-dire, tu as une petite idée de quoi je parle? Je vois pas exactement où tu veux en venir. Je sais qu'on pourra parler du secret professionnel plus tard, hein, Oui. Mais ça... En fait, je parle spécifiquement du test de grossesse et de la pilule. Ah oui, dans ce sens-là, oui, oui, évidemment. Oui, ouais. Oui, nous sommes on est l'institution sociale qui est vraiment spéciale. Ben oui, on l'a dit 10 fois, spécialisée dans la vie relationnelle, affective et sexuelle. Evras. Donc forcément, oui, on peut aller au planning pour demander, si on a un retard de règles, pour demander un test de grossesse qui est facturé à 5 euros chez nous. 3 euros, c'était parfois moins. Ça dépend des plannings. Ouais. Parfois plus. Ouais. Parfois plus? Oui, je ne sais pas. Plus que 5... Enfin, non, 5 euros, je pense... Enfin, j'ai pas connu plus. Plus que 5 euros, ça me semble un peu prohibitif. Bon, voilà.
Donc oui, on peut demander des tests de grossesse dans la sécurité la plus totale, hein, parce on est, je pense qu'il faut le rappeler, lié au secret professionnel. Donc toutes les personnes qui rentrent dans le planning et qui ont quelque chose à dire, ben, cette chose ne va pas sortir du planning, sinon on pourrait être dans de beaux draps, hein, on peut être puni, hein, pénalement. Vous êtes cher, dis donc. Un test de grossesse en grande surface coûte un peu plus de 8 euros minimum. Il y a une seule grande surface qui fait mieux que nous. Et c'est vrai que les plannings de Liège sont souvent à 3 euros du test de grossesse. Ouais, c'est l'expérience que j'en avais du collectif contraception. Ouais, voilà, comme dit Nos collègues de Anapsy. Liège. Ah ouais, par rapport à d'autres plannings, d'accord. Ouais. Bah écoute, voilà. Je sais bien qu'au CCL à Liège, c'était 3 euros. Je sais pas à Serein Serein. aussi. Serein à 3 euros. À Bruxelles, c'était 5 aussi. Ah ouais. Bah voilà. Bon, c'est peut-être pas tous comme ça. Et vous, Nanapsy, si jamais? Oui, oui, effectivement, on ne refuse jamais un test si problème d'argent. Voilà. Mais ça, c'est le cas pour tous les services qui sont payants chez nous. Si jamais le prix est un frein, on met l'accent sur le fait qu'on propose un service. Donc, le prix ne doit jamais être un frein. C'est plutôt comme ça qu'on va le formuler. Ouais, c'est ça. Donc oui, test de grossesse, donc je parlais du secret professionnel, donc ça ne sortira pas. Si jamais une ado a eu 2 euros sur Bruxelles. Oh, il y en a qui font mieux. Waouh. Ah oui, quand même. Et Psycarno, ça va? Donc je disais que si jamais une ado avait eu un problème, avait eu un rapport à risque et qu'elle se posait des questions, voilà, forcément, on n'en parlera pas ni à sa maman, ni à son papa. Je vois pas pourquoi on le ferait déjà de 1, mais en plus, légalement, on est soumis au secret professionnel. Donc c'est une garantie quand même assez chouette de pouvoir rentrer dans un espace où on sait bien... Enfin, je trouve le planning assez sécurisant, en vrai. Je trouve que c'est bien d'avoir un endroit où on va pas être jugé, où on va essayer de chercher une solution. Je trouve que c'est bien. Ils se font une petite papote, là, les collègues. Bonjour, ça roule, oui, et toi? Oui, tout à fait. Et en fait, quand une personne mineure vient pour des questions plus ou moins graves, comme le test de grossesse, si le test même s'avère positif, on ne va jamais prévenir les parents, en tout cas pas sans son autorisation, voire, non, même pas son autorisation, voire c'est elle qui nous demande de prévenir les parents, alors peut-être qu'on négociera pour le faire, mais sinon, niet. Ça t'est déjà arrivé? Ça, c'est Non. déjà un cas de figure. Oui, mais c'est déjà un cas de figure qui est arrivé? Oui, sûrement. Oh, vous pouvez le dire à ma mère, j'ose pas. Oui, alors là, Voilà, faut voir en fonction de la situation. Ouais, c'est vrai que ça me semblerait bizarre aussi. Voilà. Donc il y a ce fameux test de grossesse et il y a la pilule du lendemain. Chronologiquement, on aurait dû dire l'inverse. Pourquoi? Parce que souvent, tu prends la pilule du lendemain avant de devoir faire le Oui, test de grossesse. oui, c'est sûr. Parce que voilà, j'ai entendu test de grossesse, j'ai opté là-dessus. Yep. Et le famoso Y a pas de pilule du lendemain. Et la fameuse pilule du lendemain, elle est délivrée, gratuitement chez nous, ce qui n'est pas le cas des pharmacies si vous n'avez pas de prescription. Donc ça, c'est le top du top. Est-ce que la loi, est-ce qu'il parlait pas de changer la loi quand même? C'est toujours pas passé que la contraception d'urgence soit gratuite, ou ça en France, je sais plus. En tout cas, chez nous, c'est gratuit, c'est sûr et certain. Dans la loi, on ne devrait même pas délivrer de médicaments. Hein, mais bon. Voilà. C'est un peu notre côté militant. On l'a toujours fait, hein, même quand on pouvait pas. Oui. Donc, on a fait d'autres choses quand on pouvait pas. Oui, on pourra en ça, c'est un moindre mal. On pourra en reparler un peu dans l'histoire du planning. Donc, si on n'a pas de médecin sur place, on ne peut pas délivrer de pilule du lendemain. Voilà, c'est ça. Comme précise AS. Oui, voilà.
Après, on est formé pour, Tout à fait. on a des formations, on a des pamphlets très très orientés médical, qui étaient très bien d'ailleurs. Je sais pas si vous avez lu le colloque contraception d'urgence qu'on a reçu. Ouh. Oui, j'y étais. Ah, t'y étais? Colloque contraception On y était d'urgence. tous? Ah ouais, c'est vrai, ouais. Oui, Oui, c'est vrai qu'on y ouais, était. ouais, ouais. Euh, Donc mais notre fédération fait tous les ans des colloques contraception. Et une année, c'était la contraception d'urgence. Et on a été bien formés à ça, on a On est toutes au les taquet. informations. Donc contraception d'urgence gratuite, Yes. ce qui est pas mal. Donc si on a une patiente, souvent, bon, parfois on a les copains qui passent la porte aussi, mais si on a les patientes, une patiente qui rentre et qui nous dit je voudrais la pilule le lendemain, on lui délivre pas comme ça, oui madame, venez, hop, voici. On va poser 2-3 petites questions, simplement pour savoir si on la donne au bon moment, s'il n'y a pas d'interférence avec un traitement qu'elle prendrait par exemple. Laquelle on donne, hein, parce qu'il y en a deux. Voilà, laquelle on donne. Pour savoir laquelle on donne, il faut poser des questions aussi sur le fait qu'elle ait une contraception ou non, etc., etc. Donc, il y a quand même un petit questionnaire, pas trop intrusif, mais juste ce qu'il faut pour qu'on sache si oui ou non on peut délivrer cette pilule. Ouais, ça peut gêner un peu, mais bon, il faut bien, si on doit délivrer la pilule, il faut quand même bien avoir quelques paramètres en tête, sinon pour ne pas faire de bêtises. Voilà. La date des dernières règles, par exemple, on doit bien la demander. Et de toute façon, en planning familial, l'idée c'est quand même d'être accueilli sans jugement. Et voilà, on parle des faits. Et évidemment que ça arrive des couacs. Et que prendre la pilule du lendemain, c'est plutôt un geste responsable parce qu'on évite les problèmes après. Donc les accueillants ne vont jamais vous juger si vous venez prendre une pilule le lendemain, ça c'est clair et net. Bienvenue RN Mods, merci de soutenir la chaîne. Mets-toi à l'aise, pose des questions sur le planning ou sur toute autre question concernant la vie relationnelle, affective et sexuelle. On est là pour répondre tous les jeudis, hein, de 20h30 à environ 22h30. Donc voilà, et toujours on répète dans le chat, il y a des règles dans le chat, il faut les respecter, sinon on banne, hein, malheureusement. Ou vous faites ban automatiquement par le bot. Donc de ne pas utiliser d'insultes, d'être respectueux, de parler de soi, de ne pas parler de soi, qu'est-ce que je dis, ou de parler de manière générale. Voilà, tout ça dans le respect de l'autre, en étant inclusif, tout ça. Voilà. Et oui, alors, problème, si jamais une fille il y a eu une prise de contraception d'urgence, parce que il faut quand même rappeler que c'est pas un moyen efficace à 100%, hein, ça dépendra du temps de la prise. Donc pour rappel, son effet c'est d'empêcher l'ovulation. Oui. Si on a déjà ovulé, c'est trop tard. Ça peut être mal barré. Et donc, si jamais il y a un test de grossesse par la suite qui se révèle positif, aïe, panique. On ne peut rien faire, n'est-ce pas, Cécile? Rien du tout. C'est fichu. Voilà. Non, c'est pas vrai, évidemment. On a des solutions dont on a déjà parlé dans les lives précédents. On peut, dans notre cas, orienter la patiente, soit... D'abord, on voit si elle veut garder la grossesse ou non, parce que parfois, ça devient une bonne nouvelle, même si elle a pris une pilule le lendemain. Oh, ça peut. Ouais, ça peut. Ouais, ok. Bah, oui, ça peut. Ça pourrait. Je sais pas, oui, pourquoi pas. Oui, ouais. parfois, les gens, quand ils se retrouvent enceintes, font bon, allez, on prend comme ça vient, allez hop. Allez, on y va. Mais quand c'est une mauvaise nouvelle, on peut orienter vers un planning familial, souvent on oriente en planning, qui peut intervenir au niveau de la grossesse. Oui, parce qu'il y a rien à dire, on va pas citer de nom, mais on a quelques très mauvaises expériences dans des hôpitaux. On a des témoignages récents des hôpitaux de la région, de patientes qui ont fréquenté les hôpitaux de la région et qui ont été accueillies vraiment de façon inacceptable et
Faudrait le déballer un jour, il n'y a On le rien à déballera faire. un jour. On va faire accumuler des preuves et faire un dossier et boum, on va leur tomber dessus comme ça. Ouais, parce que c'était vraiment dégueulasse. Et ça me rappelle aussi en France. En France, pendant le confinement, ça, je fais une petite parenthèse, il y avait des lignes d'écoute pour femmes qui étaient nouvellement enceintes. En Belgique aussi. En Belgique aussi, super. Et qui déconseillait d'avoir recours à l'IVG, que blablabla. C'est toujours les mêmes discours. C'est oh là là, pensez à l'enfant qui va naître. Ben voilà, vraiment des discours pour culpabiliser la femme. Et voilà, donc on a des mauvaises expériences, donc on va généralement réorienter dans une structure qu'on connaît. Et bonjour à Xena. Bonjour Xena la guerrière. Comme précise notre ASCPOFOA, ça s'appelle le mouvement pro-life. Donc, ce sont des personnes qui considèrent que la vie commence dès la conception. Et donc, évidemment, c'est commettre un meurtre que d'avorter. Nous n'avons pas tous la même position. Et la loi n'a pas cette position-là. À savoir que entraver une personne qui voudrait avorter, c'est contre la loi. Donc, bon. C'est illégal. Et je sais bien que les médecins ne peuvent pas entraver, peuvent poser leur veto, mais ils sont obligés de réorienter vers une structure adéquate pour la patiente. Donc on est quand même... légalement, c'est quand même pas mal chez nous. Ça pourrait être mieux, hein, ça pourrait être beaucoup mieux, mais ça va. Voilà, donc ça c'est pour les orientations. Dans notre planning, on ne pratique pas ces interventions-là, donc on ne va pas s'attarder aujourd'hui. Surtout que tu avais déjà parlé, on avait déjà fait un beau petit live où on parlait de l'avortement ici en Belgique, dans les centres. Oui. Donc si jamais vous pouvez toujours revoir les vidéos, hein, les VOD, elles sont sur la chaîne ou elles sont... Oh mince, vite, il faut que je fasse mon petit lien. Ça s'appelait comment? Vidéo. Oui, bravo. Oui, vous retrouverez toutes nos vidéos sur YouTube. On en a déjà 12, hein, je pense. Il y en a toujours 2 que je dois uploader, qui sont sur mon ordinateur, mais sinon on a déjà une belle petite base. C'est sympa. Si jamais on vous manque, vous pouvez toujours regarder. Je reviens sur la pilule du lendemain. Vous avez dit que la pilule empêche l'ovulation. J'avais dans l'idée que ça déclenchait les règles, ce qui empêche alors l'implantation des premières cellules. Vous savez quelque chose à ce propos? Donc non, la pilule du lendemain empêche l'ovulation. Point barre. La seule chose qui peut empêcher l'implantation, c'est le stérilet au cuivre qui est placé d'urgence. Donc c'est aussi une contraception d'urgence. Ouais. Là, il faut consulter un médecin qui fait une pose de stérilet. C'est vrai que niveau contraception d'urgence, c'est quelque chose qu'on fait pas encore beaucoup, de mettre un stérilet au cuivre. Cependant, statistiquement, c'est quand même beaucoup plus efficace qu'une pilule du lendemain. Ouais, parce qu'il a 2 actions justement. Donc, Enfin, donc c'est quelque chose que les plannings doivent encore implanter, mais je comprends, faut bien comprendre que dans l'organisation, c'est pas nécessairement facile, et en plus pour la patiente, il y a quand même le côté facilité. Bon, avaler une pilule, c'est un peu plus simple que se dire bon ben voilà madame, vous avez rendez-vous la semaine ou la semaine prochaine pour vous mettre un DIU d'urgence. Il faut le faire dans les jours qui viennent. Donc il faut en fait, c'est aussi une question pratique. Il faut avoir des médecins dans les murs pour pouvoir faire ça facilement et rapidement. Donc voilà, dans notre petit planning, on a des médecins 2 fois par semaine grand maximum avec des rendez-vous bien pleins. Bah c'est pas facile. Voilà, dans les 2-3 jours, comme dit Yael. Mais je comprends pas avec le stérilet parce qu'il faut faire un frottis avant. Alors quand on fait une pause d'urgence, on donne d'office le traitement contre les MST qui sont détectés par ce frottis. Mais effectivement, quand on pose un stérilet, il faut faire un frottis avant. Ouais. C'est azithromycine, c'est ça? Waouh, je m'en souviens encore.
Donc voilà, c'est vrai que niveau contraception d'urgence, on le fait moins, mais c'est faisable et c'est plus efficace. Statistiquement, hein, statistiquement c'est plus efficace. Donc voilà, c'est vrai on est compétent pour la contraception d'urgence, pour les tests de grossesse, pour la réorientation dans un centre IVG. Et aussi, on distribue des préservatifs. On distribue et on explique comment on met des préservatifs. On y reviendra. On y reviendra, d'accord. Comment ça, on y reviendra? Attends, laisse un peu de suspense. Mais attends, nous n'avons pas fini. Hein. Nous ne faisons qu'écorcher la... Ouais, on n'a pas encore fini l'accueil. Donc oui, les préservatifs... Pardon. Les préservatifs, on les distribue gratuitement, et gratuitement, c'est moins cher que payer. Bien, merci Lucas pour cette réflexion indispensable. Donc oui, on distribue toujours des préservatifs gratuits. Parfois, ils ont même un peu de gel. Oui, un peu de gel, quand il n'est pas périmé. Oui. Parce que là, pour l'instant, on n'a plus de gel lubrifiant. Faudra en recommander. Mais oui, et on peut en distribuer 10, 14. Si vous partez 2 semaines en vacances, on vous en donne. Si vous voulez en prendre 20, c'est bien de le justifier quand même. Hein, mais, Oh Lucas, on peut raconter la blague que j'ai faite avant de partir en vacances. Allez, tu peux raconter ta blague, Cécile. Donc comme vient de le dire Lucas, le gel qu'on a distribué est périmé chez nous. Donc on ne peut plus rien en faire, on ne peut plus le distribuer. Et aussi, vous savez que pour le moment, on a du gel absolument partout dans le planning, mais c'est pas du gel lubrifiant, c'est du gel pour se désinfecter les mains. Vous imaginez la suite? Et donc, Cécile a rempli un pot de désinfectant à main avec du lubrifiant. Et des collègues se sont fait avoir. C'était hilarant. Mais Lucas était dans la combine. Hilarant. Comment ça j'étais dans la combine? Bah, tu le savais, quoi. Je le savais, oui, mais je ne l'ai pas dit. Et même, j'avais oublié. Et je me suis fait avoir. C'est vrai? Mais oui, je te l'ai dit, en plus, je me suis fait avoir. Je me dis, oufti, mais il sèche pas, ce gel, c'est dégueulasse. Puis j'ai eu la révélation, je me suis dit, oh, Cécile. Voir bien que c'était pendant mes congés. Adoré AS. Mais donc voilà, Cécile, assistante sociale, génie du mal. Donc voilà. Niveau ce qu'on peut donner, comme ça d'un coup en accueil, c'est ça. Hein, je pense qu'on a rien oublié niveau quelque chose physique qu'on peut donner ou réorienter. Mm-hmm. Et humoriste à 16h. Donc, effectivement, comme disait notre AS tout à l'heure, l'accueil, c'est également un endroit où simplement on peut venir déposer si ça ne va pas. Il arrive parfois en permanence d'accueil qu'on ait quelqu'un qui passe la porte et qui dise « j'ai juste besoin de parler » et ça peut durer le temps que ça dure, mais on prend le temps de recevoir cette personne parce qu'on estime qu'il n'y a pas énormément de services où on peut passer la porte, déposer son paquet et sans rendez-vous. Hein, sans rendez-vous. Je vais quand même le préciser parce qu'il ne faut pas nécessairement sonner si à un moment ça va pas, on est perdu, on se sent pas bien, on se sent anxieux et qu'on a envie, comme tu dis, de déballer, tous les plannings familiaux sont ouverts et ont des personnes présentes à l'accueil pour discuter. Pour peut-être réorienter. Mais en tout cas, on est là. On est là pour ça, on est là pour écouter. On est formés à l'écoute, tous. Et on prend le temps. Ouais, c'est ça. Donc on va pas dire hop, ça fait 30 minutes, c'est bon là maintenant, soit vous prenez un psy, soit voilà, c'est fini. Non, on va vraiment prendre le temps. Ça va devenir payant là. Alors oui, c'est gratuit, on va prendre le temps, d'écouter, de voir peut-être ce qu'on peut faire. Et de là, ça peut peut-être partir sur un suivi psy. Oh, le lien. Quoi ? Le lien de Biasmine, continue.
J'ai rien compris. J'ai dit, tu fais un super lien. Ah oui, super lien, pardon. Et de là, ça peut peut-être partir sur un suivi psy. Alors, on a eu l'accueil, on a eu le côté social, et on a quelque chose de très important au planning familial, c'est le suivi psy. Donc, c'est des thérapeutes, on n'a pas que des psys, il y a aussi des conseillers conjugaux, familiaux, je ne sais jamais si je dois le mettre au pluriel. Oui, conseiller, conseillère, conjugale, familiale, je ne sais plus. Une. Dans notre cas, on en a une. On a 3 psychologues et une CCF. Et en fait, on a une particularité à EY, tous les plannings ne font pas ça. Ouais. On fait un premier entretien à l'accueil, qui va être le prémisse d'un entretien thérapeutique. Pour des raisons qui sont très simples. Donc c'est vrai que souvent on a une liste d'attente qui peut être plus ou moins importante, mais quand une personne demande un rendez-vous psy, c'est déjà souvent on a réfléchi longtemps, il faut oser prendre le téléphone et téléphoner, ou il faut oser passer la porte du planning, et là on dit pas avant 3 mois. Donc c'est vrai que ce premier entretien à l'accueil permet d'avoir un rendez-vous beaucoup plus rapide et d'entrer, de passer la porte du planning et d'avoir un premier contact. Et puis, encore une fois, de pouvoir déposer parfois quelque chose qui est très lourd. Et de savoir aussi vers quel psy réorienter, parce qu'on a 3 psys, 3 thérapeutes, on va plutôt dire 3 thérapeutes. Donc, 4 thérapeutes. Oui, j'ai du mal à... Enfin, oui, allez, disons 4 thérapeutes. Et chacun a sa spécificité. On en a qui travaillent avec des enfants, on a d'autres qui ne travaillent pas avec des enfants. On a, on en a qui travaillent avec des personnes qui font des thérapies sous contrainte, d'autres non. Il y a notre conseillère conjugale et familiale qui voit les couples, d'autres non. Donc, on va pouvoir... on est connecté, Lucas. On va pouvoir adapter et on va noter en haut de la feuille vers quel psy on va pouvoir potentiellement réorienter. Alors des fois c'est tous, mais des fois la personne a quelque chose de trop spécifique et on va peut-être juste noter un nom d'un ou une thérapeute qu'on trouve adéquat. Par exemple, si c'est une thérapie de couple, ça va être la conseillère conjugale et familiale. La personne du premier accueil n'est pas forcément la personne de suivi, si je comprends bien. C'est exact. C'est jamais la personne de suivi. Donc, c'est l'accueil qui va recevoir la demande, et les thérapeutes sont très rarement à l'accueil chez nous. Ce qui n'est pas le cas dans tous les plannings. Ça arrive Ça arrive en remplacement mais... Ah non. Parce que j'en ai pas encore vu, donc chez nous, non. C'est toujours une personne différente. Ça peut apporter une richesse, comme ça peut parfois freiner certains patients. Donc on a pris l'option de faire comme ça, et ça fonctionne relativement bien. On est assez satisfait, et les patients aussi. Alors, quelque chose qu'on ne doit pas oublier, c'est le prix aussi. Chez nous, c'est 21 € la séance, ce qui est par rapport à des psys dans le privé, des thérapeutes dans le privé, c'est vraiment très 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 bas. Je sais bien qu'il faut compter 50-55 € pour une séance dans le privé, voire plus, parce que ça c'est le bas dans le privé, c'est 50-55 €. Et nous on l'a fait à 21, et alors on a forcément des psys qui sont remboursés par la mutuelle en Belgique. Généralement les séances sont remboursées à environ 20 € dans toutes les mutuelles. C'est plutôt une quinzaine d'euros, et il y a une mutuelle qui rembourse à 20 Ah €, ouais. Écoute, c'est parce que oui, je sais pas si on peut parler de la mutuelle en question, mais c'est parce que généralement j'ai affaire à celle-là. Donc voilà, l'air de rien, ça veut dire que si on paye la séance... On est quasi totalement remboursé.
Ouais, presque. Ça veut dire... Après, il y a un plafond par an, mais quand Oui, même, oui. c'est intéressant. Hein, C'est quand même intéressant et je trouve que c'est important que les mutuelles se mobilise pour les thérapies, ouais. Oui, et d'ailleurs, la mutuelle en question, Solidaris, vient de passer à plus d'heures. On en avait parlé dans un Oui, autre c'est live, juste, oui, oui. mais à plus d'heures remboursées de thérapie, elles sont passées de 160 à 200. Donc ça, c'est le plafond annuel. Ouais, le plafond annuel, 200 euros, je sais plus. En tout cas, c'est devenu plus haut que 160. Suite à la crise du corona, on a bien vu que c'était pas 240, oui, ça pourrait être ça. Si tu sais faire une mini recherche AS, ce serait génial. C'était déjà les meilleurs, ils sont encore meilleurs. Donc voilà. Et encore une fois, si quelqu'un n'est pas en ordre mutuel ou si quelqu'un arrive à son plafond annuel, le prix ne doit pas être un frein. Ouais, parce qu'on sait bien que c'est pas facile hein, je dis pour certaines personnes, mais pour beaucoup de personnes de finir le mois et mettre des fois 21 balles dans une consultation quand on est arrivé au plafond. J'ai envie d'envoyer un lien sur le remboursement des mutes, mais je vais me faire ban. C'est malheureux, Psycardo. Je confirme 240 euros. Merci. Donc voilà, on sait bien que c'est pas facile et on peut peut-être étaler les paiements. L'argent doit pas être un problème. On va toujours essayer de trouver une solution. On vous dira ça pour toutes les consultations payantes. Oui, l'argent ne doit pas être un problème. Voilà. L'argent ne doit pas être un problème. Alors en consultation, les consultations thérapeutiques peuvent prendre plusieurs formes, ça dépend du thérapeute qui va recevoir les personnes. Ça peut être toutes les semaines, ça peut être toutes les 2 semaines, ça peut être tous les mois. On a plusieurs types de thérapeutes. C'est vrai que c'est beaucoup des systémiciens chez nous, mais il arrive qu'il y ait des analystes dans votre planning. Voilà. Enfin, il peut y avoir vraiment plusieurs approches. Il y en a qui font de l'hypnose, de l'EMDR. Ils ont parfois plusieurs cordes à leur arc et c'est ce qui fait la richesse aussi d'un planning, c'est qu'on peut s'adresser aux collègues, parfois dire ce patient-là peut-être que ça lui ferait du bien d'essayer cette technique-là avec toi, est-ce que je peux te le transférer, voilà. Parfois ça peut être vraiment intéressant d'avoir une équipe autour de soi quand on est thérapeute. Ben oui, on rappelle, hein, équipe pluridisciplinaire, donc équipe avec, comme tu dis, beaucoup de cordes à son arc, ce qui est plutôt chouette, ce qui fait la richesse du planning et des plannings. Il y a des orientations souvent entre nos thérapeutes et notre sexologue, tiens, par exemple. Ouais. Nouveau follow. Aigrette, bienvenue Aigrette, on arrive dangereusement vers la barre des 50 follow, j'aimerais bien remercier tout le monde parce que c'est vraiment chouette, même d'avoir des personnes qui discutent pas, d'avoir des personnes qui passent, qui sont intéressées ou non, ça nous aide. Et vive la diversité! Et vive la diversité! Donc merci, c'est vraiment chouette. Bienvenue Aigrette. Mets-toi à l'aise, pose les questions que tu veux, on est open jusqu'à 22h30, 23h. Donc, on parlait de notre sexologue que vous connaissez parce qu'elle était là la semaine passée. Oui. Donc, il s'agit de Maureen. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui a une formation de sexologie? Ah, qui donc? C'est moi. Mais je ne suis pas sexologue au planning. Mais oui, effectivement, on disait, donc il peut y avoir des orientations des psys vers la sexologue. Ou alors, quelqu'un passe par l'accueil et dit « je veux voir un sexologue » ou une sexologue, en l'occurrence. Et alors avoir des rendez-vous avec notre Maureen. Alors, j'ai 2 questions. Donc, tu dis que tu ne fais pas de rendez-vous sexo, toi? Non. Et parce que... C'est une corde sensible. D'accord. On n'est pas obligé d'en parler. Mon diplôme n'est pas reconnu. Ça coûte un peu plus cher, les sexologues. Ah, ok. Voilà. D'accord. On fait un barbecue aux 100 viewers. Bon, on pourrait faire un live en plein air, hein, pourquoi pas. Un barbecue... un pride barbecue inclusif. On peut déboucher le champagne. Oh, si seulement. Non, on peut pas boire au travail. Oh, please. J'ai soif. Donc première question, voilà, on ne va pas y répondre. Enfin, tu ne vas pas y répondre, ce que je comprends totalement. Et
Tu y as répondu en fait. Oh, pas de souci. Et deuxième question, qu'est-ce qu'un sexologue? Qu'est-ce qu'une sexologue? On en a déjà parlé avec Maureen, mais on va le rappeler quand même. Qu'est-ce qu'un sexologue? Qu'est-ce qu'une sexothérapeute? Un petit mousseux sans alcool, alors pourquoi pas? C'est Kifounette. Tu connais Kifounette? Oui. D'accord. Alors, à quoi ça sert une sexologue? C'est dans le nom. Ce sont des personnes à qui on va parler quand il y a un problème au niveau sexuel. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être des problèmes d'érection chez les messieurs, ça peut être des problèmes d'excitation chez les dames, chez les autres, et tout le monde. Oui, j'essaie de faire homme-femme, mais c'est toujours fort pareil. Ça peut être des questionnements justement sur l'identité de genre, ça peut être des questions sur les baisses de libido, les baisses de désir, la lubrification vaginale, les douleurs pendant les rapports, l'impossibilité de rapport avec pénétration, soyons précis. Voilà, ça peut être vraiment plein de choses. Ça peut être parfois des troubles à cause de ce que nous imposent les normes au niveau sexuel. Voilà, ça peut vraiment être complètement varié ce qu'on fait en sexologie. Aussi des entretiens avec des personnes handicapées. Oui, beaucoup. Qui aimeraient bien accéder à une sexualité. Ou tout simplement, oui, accéder à une sexualité, parce que le sexe et les personnes handicapées, les personnes souffrant d'un handicap, dans nos sociétés, c'est encore tabou. Hein. C'est encore beaucoup interdit. Ouais. Dans des centres, par exemple, les personnes handicapées n'ont même pas l'autorisation de tomber amoureux, parfois, nous raconte Maureen. Et c'est quand même d'une violence considérable, parce que c'est leur lieu de vie. Ils n'ont pas le droit au contact physique, ils n'ont pas le droit à l'amour, vous vous rendez compte? On les démonise un peu. Voilà. C'est comme si on leur disait non, vous n'êtes pas capable, quoi. C'est pas... Vous y arriverez pas, c'est trop compliqué, alors que c'est des sentiments humains et naturels, quoi. On peut pas leur empêcher ça. Non. Ils en ont besoin, ils et elles en ont besoin. C'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les institutions pour, par exemple, rédiger avec eux des chartes de comment vivre ensemble, comment vivre en couple, ou comment vivre sa sexualité. Voilà, histoire d'éviter les... Ça me fait de la peine. Là. Est-ce qu'on consulte une sexologue seule, éventuellement en couple directement? Ça dépend de la situation. Il y a des personnes qui viennent en couple, qui se disent... Il y a eu, je me souviens, un couple, il n'y a pas nécessairement longtemps, qui était venu, qui se disait, voilà... On a quelques problèmes, ils sont venus en couple et voilà, ils sont partis en sexo directement, et on peut consulter seul. Ça dépendra vraiment de la situation. Ce qu'il y a dans un couple, c'est qu'aussi on a une dynamique parfois différente et une approche du problème différente. Et quand un des deux dit moi je vais consulter, tu viens avec moi, ça va pas ou quoi? Moi j'ai pas de problème, c'est toi qui as mal, ou c'est toi qui as une baisse de désir, c'est toi qui as un problème. Évidemment que non. Souvent la sexualité... le sexe, c'est à deux. La sexualité en couple, c'est à deux. Oui. Mais ici, quand ça concerne le couple, effectivement, c'est beaucoup plus riche d'y aller à deux. Et ça concerne le couple, à partir du moment où, je sais pas moi, un des deux n'est pas satisfait de quelque chose ou l'autre a des problèmes, c'est toujours plus riche de trouver une solution à deux. Ouais, toujours. Mais on fait bien ce qu'on peut. Ça me fait de la peine, l'amour c'est comme un droit de l'homme. C'est vrai, c'est triste qu'on puisse empêcher à des personnes qui sont pas nécessairement... Des personnes qui sont considérées un peu comme les enfants, et la sexualité des enfants est aussi encore tabou. Ouais. Voilà. Et le problème c'est qu'elles sont considérées comme des enfants toute leur vie. Donc jamais ça n'évolue. Et
Alors que leur corps, il a évolué, il y a des désirs qui sont là, et il faut y répondre, il faut pouvoir y répondre, parce que comme tu dis, c'est de la violence, hein, d'interdire des choses naturelles comme ça. C'est un peu ça, c'est un peu triste. Cécile, as-tu déjà eu l'expérience d'une prise en charge sexo à double thérapeute? Non, mais ce serait avec joie. À double thérapeute? Par exemple, ça c'est chouette pour recevoir les couples. Quand il y a 2 thérapeutes, ça met vraiment une dynamique différente. Ça peut se faire? Oui, tout à fait, tout peut se faire. Ah ouais, c'est parce que je me disais par rapport au secret ou quoi, que ça pourrait... À partir du moment où le contrat c'est qu'il y a 2 thérapeutes, bon, il faut pas intégrer un thérapeute en cours de route sans avoir mis un cadre spécifique, voilà. Oui, ça existe en thérapie psy. En thérapie psy. Pourquoi pas en sexo, une fois que ça peut apporter quelque chose. Eh bien, je suis nouveau dans le game, hein, et je ne savais pas que ça existait. Nos thérapeutes ici parfois voient des personnes à 2. Ah ouais, je savais pas du tout. Il arrive dans certains cas, mais vraiment c'est de la négociation. Il y a des psys qui vont refuser, il y a des psys qui vont accepter que 2 personnes du même couple soient suivies individuellement chez un psy et chez un autre psy, et que les 2 psys proposent de se rencontrer en couple avec les 2 psys. C'est déjà arrivé dans notre planning. Ok, d'accord. Ouais. Bah voilà, je rappelle que l'air de rien, ça fait moins d'un an que je travaille, donc j'apprends toujours. Hein, ça reste quand même exceptionnel. Ouais, ça, j'imagine que ça reste assez rare. Kifounet, avez-vous des réunions pluridisciplinaires au cours desquelles vous parlez des personnes qui viennent vous voir pour les épauler mieux en tant qu'équipe, éventuellement réorienter la personne vers l'une ou l'autre profession du sang? Oui. Évidemment, à chaque réunion pluridisciplinaire, on a à chaque réunion, on va dire, on a le qui a vu qui, donc qui a vu qui, où en fait, justement, voilà, on dit qu'on a vu quelqu'un, on sait pas trop quoi faire avec cette personne. Ou on a besoin d'en parler simplement. Oui, ouais. Ça peut arriver aussi. C'est vrai que ça peut arriver. Vraiment, des fois, des grosses situations de merde, hein, on va pas se le cacher. Et voilà, on en parle en situation plurie, on voit ce qu'on peut faire, ça se fait totalement, Kifounet. Oui. Ça se fait régulièrement, à savoir qu'une personne aussi doit être au courant qu'on va parler d'elle aux collègues pour mieux la prendre en charge. Donc on doit à chaque fois expliquer aux personnes, voilà, je vais parler de vous à mes collègues pour qu'on puisse discuter de votre situation, pour trouver une solution, est-ce que c'est ok pour vous, voilà. Et... D'où le fameux et important secret professionnel. Parle-en. Non, mais voilà, on est tenu par notre métier de demander. Et supervision clinique. Alors, supervision clinique, nous n'en avons pas pour le moment, mais c'est en option. Si, on en a eu l'année passée. C'était plusieurs plannings qui se rassemblaient pour des supervisions cliniques. Mais c'était plus par rapport aux animations. Moi, dans mon ancien planning, on avait des supervisions cliniques pour les thérapeutes chaque mois et des supervisions cliniques pour les accueillants IVG chaque mois également. Ça, c'était le top du top. Ouais, j'avoue que ça, c'était grand luxe parce que franchement, on n'a pas toujours le temps de rassembler tout le monde parce qu'on est souvent des petits mi-temps par-ci par-là. Et là, c'était vraiment très confortable pour l'équipe et très bienveillant pour les patients. Super. Ça, c'est il faut le faire, les plannings qui sont là à l'écoute. Essayez de mettre ça en place parce que c'est vraiment le top du top. Je pense que niveau sexo, c'est bon. Alors, on a fait l'accueil, le social, le psy, le sexo. J'aimerais bien rajouter que chez nous, on va mettre ça en place, mais on va rajouter à l'accueil des rendez-vous de counseling. Ah oui, on va le faire. C'est en projet. C'est en projet. J'imagine que ça va arriver plus tard.
Les trucs de counseling, les rendez-vous de counseling, ce sera des rendez-vous en face à face avec une personne qui souhaite soit avoir une première contraception ou changer de contraception, pour lui expliquer tous les choix qui s'offrent généralement à elle, hein, mais à lui aussi, hein, sait-on jamais, ou au couple. À eux. À eux. Ça, ce serait vraiment l'idéal. Si on pouvait faire du counseling de couple, ce serait incroyable, mais en tout cas, on a comme projet de faire ça, un entretien à mon avis d'1 heure, hein, où on présenterait toute la contraception possible. L'idée, c'est de rendre la personne demandeuse de contraception experte en la matière pour choisir en toute connaissance. Et ça, si on arrive à ça, ben, la patiente aura la contraception qui lui convient, et alors une contraception qui ne rate pas. Parce que si une contraception est maîtrisée et connue, si on connaît ses systèmes de fonctionnement, pas de problème. J'ai pensé à vous lors d'un entretien après, j'ai parlé de la contraception masculine. Incroyable! Ça, c'est génial, les gynécos informent tellement trop peu à propos de la contraception, c'est pilule par défaut et point barre. Ben, pas tout le temps. Pas tous les gynécos, mais c'est vrai que... Regarde par exemple ici en planning, ben, on va parler d'autres types de contraception, mais je trouve que c'est un projet sympa et qui devra se mettre en place. Ouais, il faut concrétiser ça d'office. Parce qu'on se rend bien compte que si on a peut-être par exemple des petites jeunes, qu'on leur explique la pilule et que des fois elles prennent la pilule par défaut et qu'elles sont pas nécessairement ultra maîtres de leur sujet, hein, comme tu dis, ouais. Que ça peut être compliqué plus tard et que voilà. Oui, qu'il faut naître, c'est vrai qu'on entend souvent cette histoire, hein, malheureusement. Et en planning, on essaye vraiment d'aller contre cette tendance, mais c'est vrai qu'on a affaire à des médecins qui n'ont pas le temps, qui ont des rendez-vous tout court et qui refourguent une pilule sans expliquer, sans même dire que ça aura pour conséquence sur votre corps, tchic tchac tchac. C'est vrai qu'on vit dans une société qui a une norme contraceptive très puissante. Donc quand on est jeune, on prend la pilule. Après son premier accouchement, on prend un autre moyen de contraception. Et quand on veut plus d'enfants, on met un stérilet. Ben non, on n'est pas obligé de faire comme ça se passe pas toujours comme ça. Du coup, les animations Evras ne sont pas suffisantes. Ah, ça fait mal. Ça part de tous les sens. Non, les animations Evras, évidemment, on n'arrive déjà pas à couvrir notre territoire en ayant un agenda full. Ici, en plus, sur Ewa, il y en a un territoire de malade parce que on n'est pas dans la ville, nous, on est plutôt côté campagne, du coup, ça s'étend vraiment énormément. Et c'est vrai que, et puis en plus, souvent, un enfant ou un ado va nous voir aller 2 fois, c'est déjà grand luxe sur son parcours scolaire. Alors, forcément, on sait que ça aide les Evras parce que on voit des jeunes qu'on a eu en animation qui viennent et qui viennent pour découvrir les services, viennent pour une contraception, viennent pour autre chose, mais évidemment que les animations Evras ne sont pas suffisantes. Mais voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et c'est pour ça que je pense que le counseling, c'est une bonne idée. Ouais. Parce que comme ça, on peut peut-être boucher un peu les trous. Puis on personnalise, parce que c'est vrai que les animations Evras, donc éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est avec une classe, parfois 15 élèves. Donc on n'a pas le temps de se pencher sur la question hormonale d'une petite gamine, c'est pas possible. Et puis souvent on parle pas vraiment de soi-même. Là le counseling, ça va être parler de la personne qu'on a en face de nous, qui va nous dire moi mes règles sont très douloureuses. C'est important de prendre ça en compte quand on donne une contraception. Voilà. La vision des accueillantes est différente de celle d'un médecin, c'est ce qui ferait la richesse du counseling. Aussi, c'est vrai. Ouais, pourquoi pas. Après, on va quand même généralement se baser sur les statistiques qu'on a et la science qu'on a, mais oui, peut-être que ça peut aborder un regard moins... Bon, de toute façon, plusieurs discours peuvent donner quelque chose de plus large qu'un seul, mais...
Donc voilà. On va peut-être embrayer du coup sur les consultations médicales, mais il y a eu des questions avant. Non, ça va. On a... Ah oui, ça consiste en quoi la supervision clinique? Donc la supervision clinique, donc supervision, c'est avoir quelqu'un d'extérieur qui vient un peu nous outiller, nous aiguiller, nous permettre d'avoir un espace de parole sur les situations qu'on vit, qu'on aborde, qu'on traite. Voilà, nous donner des petites pistes d'intervention, nous soutenir, voilà. C'est vraiment, ouais, c'est ça. Ouais, c'est puis en plus, littéralement en ça. se rassemblant, c'est pas nécessairement en groupe, ça peut être individuel, mais en se rassemblant de collègues, on peut, comme les réunions dont on a parlé tout à l'heure, on peut bénéficier du savoir-faire de nos autres collègues, donc c'est toujours intéressant, mais il faut avoir le temps, il faut avoir l'occasion, il faut avoir les sous, parce que ça coûte une supervision. Voilà. Mais alors Cécile, on parle de contraception, on parle de médecin, on parle de gynécologue. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre au planning moi je sais plus parler, c'est horrible. On a de la petite gynécologie, donc évidemment tout ce dont on a déjà parlé, il y a un lien avec le médical, il y a un lien avec, comme je disais tout à l'heure, on ne pose pas de prothèse dentaire, donc le lien c'est la petite gynéco. Petite gynéco, ça consiste en quoi, Lucas ? Ça consiste en la contraception, forcément. Oui. Donc un mini counseling pilule, hein, on va dire les informations de base sur la pilule. Oui, on y arrive. Tu donnes les réponses trop vite. Tout doux, hein, tout doux. On a les mises en place de stérilets et d'implants, les retraits aussi de stérilets et d'implants. Je sais bien qu'il faut qu'on arrête de dire stérilet, mais ça reste encore un peu trop... Dispositif intra-utérin. Ou DIU. Voilà. Je participe, oui, mais tu es dans le planning. Comme DAS, il y a aussi le dépistage. Donc, c'est vrai que souvent en animation, les gamins nous disent « Oui, donc c'est que pour les filles ». Non. Le dépistage, c'est évidemment pour tout le monde. Le soin, le traitement des infections sexuellement transmissibles, soit IST. Qu'est-ce qu'on a encore ? Les contrôles. Les contrôles. Donc, le frottis de colle, qui doit être régulier, tous les 3 ans minimum, qui est remboursé tous les 3 ans. On peut faire les vaccins aussi. Vaccin hépatite B, vaccin VIH. Oula HPV, pardon. Oui, ça m'arrive de temps en temps, j'ai même pas tilté parce que j'étais pris dans ma réflexion. On n'a pas encore de vaccin VIH, sorry. Genre, c'est un vaccin expérimental du planning familial des Hawaï. Donc les dépistages, ça peut être dépistage par frottis, ça peut être dépistage par prise de sang, ça peut être dépistage par prise urinaire, ça dépend un peu de la situation, de ce qu'on veut dépister. Ça dépend s'il y a une poussée ou pas, ça dépend de la maladie, voilà, de l'infection. Et alors, il y a des choses moins amusantes. On peut aussi prescrire des mammographies, on peut faire des prises de sang pour voir l'évolution d'une grossesse, on peut faire un dépistage grossesse. Voilà, on peut faire des échographies. Échographies, ici, c'est petites échographies. Quoique, maintenant, elles ont un bon échographe. Et alors, il y a un point dont on parlera dans les semaines qui viennent, les mutilations génitales. Donc, ça arrive qu'on ait des femmes qui viennent pour prouver qu'elles ont subi des mutilations génitales ou au contraire prouver qu'elles n'ont pas subi de mutilations génitales et que si elles rentrent au pays, elles risquent d'en subir. Donc, Xena la guerrière. Mais ce sera un sujet abordé dans le futur, dans ce live, avec un médecin compétent. Ouais, à mon avis, on fera ça début septembre, pour bien préparer ça, pour voir les disponibilités de la médecin en question. Et que tout se mette bien, qu'on s'informe bien, parce que l'air de rien, c'est un sujet assez large. Ah, certificat de virginité. Certificat de girdinité. Ouh là là, je suis
totalement. Alors, le certificat de virginité, c'est d'abord renvoyé vers l'accueil, souvent, en mode discutez un peu avec cette personne-là. On va vous expliquer la virginité. On va devoir. Ouais, ouf, ça c'est un gros chapitre quand même. Donc, Ah non, mais je veux dire, on va expliquer à la personne le concept de virginité et ce qu'est et ce que n'est pas la virginité, et que la virginité n'est pas liée à la déchirure de l'hymen ou non. Donc, pour rappel, comment croit-on savoir que, que la virginité qu'on est défloré ou pas? Utilisons les termes. Ah, j'ai entendu un terme en animation, déviergé. Déviergé, ils me disent pour le moment, ouais. Ouais. Voilà. Donc, comment savoir si on est déviergé ou non? Dans beaucoup de conceptions, c'est est-ce que l'hymen est toujours présent ou non? Ce qui est une aberration, parce que parfois, on est sans hymen. Parfois, l'hymen est déchiré avant qu'on soit déviergé. Parfois, le trou de l'hymen est déjà très large. Parfois, il est toujours là après le premier rapport sexuel. Donc, en fait, c'est une vaste blague. Oui, faut pas oublier que c'est quand même c'est quelque chose de très culturel, hein. On a eu ça dans la religion catholique, on a eu ça dans d'autres religions, et même pas nécessairement lié à la religion, ça peut être juste culturel. Le fait par exemple de tacher le drap de sang pour prouver que la fille était chaste et pure, alors qu'elle aurait pu, comme tu dis, elle aurait pu ne pas naître avec un hymen, avoir un trou déjà suffisamment grand. Enfin voilà, c'est être vierge, c'est ne pas avoir eu de pénétration. C'est... Alors oui, pour la question de si on le fait ou pas, ça se discute avec la femme, de pourquoi est-ce qu'elle veut ça. Parfois il y a la famille derrière qui nous demande des certificats, donc ça devient des situations vraiment complexes à gérer. Si danger, évidemment on va faire un certificat de virginité même si elle a plus d'hymen, hein. Oui, c'est... Voilà, l'idée c'est dans ce cas-là notre dernier recours, protéger la femme comme on peut. Et parfois, des familles savent pertinemment bien qu'il y a eu rapport sexuel, ils veulent un rapport de non-virginité, et on leur donne pas ce qu'ils veulent, et ils se fâchent. Donc parfois, on a quand même des cas où faut sortir le parapluie, quoi. Donc, oui. Donc c'est effectivement une question épineuse, cette question de certificat de virginité. Mais bonne question, hein, en vrai, c'est quelque chose qu'on a... On l'aurait pas abordé sans la question, merci. Ouais, on n'aborde pas ça souvent, on n'a quand même pas souvent, hein, ce genre de demande. À Liège, j'en ai eu plus. Ça dépend, oui, là, comme c'est culturel, c'est vrai que les personnes migrantes se rassemblent parfois souvent plus dans les villes, mais... C'est un peu un stéréotype ce que je dis, mais voilà. C'est vrai qu'on a plus tendance à avoir ça dans les plannings familiaux des villes. C'est parce que je me rappelle quand j'ai fait mon stage de 3 mois au collectif Contraception, il y a eu 2 demandes comme ça. Mm-hmm. Et donc forcément, quand on est stagiaire, on tombe un peu des nues. Mais... Oui, à Serein aussi, ils ont ça de temps en temps. Donc voilà. Merci pour la question en tout cas. Est-ce qu'on a parlé de tout niveau petite gynéco? Moi je voudrais ajouter que c'est vrai qu'on a souvent des toutes jeunes filles qui arrivent pour leur première contraception, leur premier contrôle, et qui arrivent gynéco, je vais devoir me mettre toute nue, écarter les jambes. Et on dit toujours si tu as la trouille de ce premier examen, tu peux simplement avoir une discussion avec le médecin, un premier contact, et on fait les choses progressivement, à ton rythme. Tu ne seras jamais forcé de te mettre sur la table gynéco si tu n'es pas prête du tout, et c'est compréhensif, et on te suit, quoi. C'est vrai qu'on n'a pas toujours ce luxe avec le premier gynéco privé. Parfois, il y en a qui sont très à l'écoute et qui font attention. Parfois, vous êtes là pour ça quand même, allez hop. Et donc ici, on met un point d'honneur à faire les choses. Est-ce qu'on peut parler de violence gynéco dans ce cas-là alors? Ah, carrément. C'est encore quelque chose de très présent. Ça se voit particulièrement dans les suivis obstétriques. Mais bon, voilà, c'est un gros sujet aussi. Je pense que ça pourrait aussi être un sujet de live, parce que là, la violence gynéco,
Je pense Encore que du taf, hein. c'est peut-être encore Xena qui avait proposé les violences On gynéco. va noter ça, hein. J'ai dans la tête. Je suis dans la C'est bien, tête. c'est bien. Donc voilà, petite gynéco, encore une corde à l'arc du planning, hein, c'est fou, on fait énormément de choses. Venez au planning, venez. C'est vrai qu'en planning, bon, encore une fois, je voudrais pas diaboliser les gynécos privés parce qu'il y a des gens merveilleux qui font très bien leur boulot, mais en planning, vous avez plus tendance à trouver des médecins qui seront là avec une philosophie plus humaine, parce que c'est des personnes qui, soyons honnêtes, seront payées un petit peu moins que si ils se mettaient à leur compte la plupart du temps, et qui font ça vraiment par conviction, qui font ça parce que les valeurs du planning leur plaisent et qu'ils adhèrent, et voilà. Vous en parlerez peut-être plus Oui. tard, mais quel genre de ressources avez-vous si vous subodorez qu'une personne est en danger dans sa propre famille? Donc si on subodore, donc si on pense que... Nous sommes soumis au secret professionnel. Le secret professionnel, il ne peut être levé que si la personne est en danger imminent, Non, oui, un grave. danger grave, imminent, qui porterait atteinte à son intégrité. Donc c'est, on peut pas subodorer en vrai. On doit avoir des certitudes, et c'est que à ce moment-là qu'on peut peut-être briser le secret professionnel. Ouais. Et Et on doit avoir fait tout ce qui est en notre pouvoir avant de briser le secret professionnel. Donc, oui, c'est pas comme ça. C'est quand même quelque chose de balèze. Le secret professionnel, il faut y aller pour le casser. Mais oui, il y a un moment, si on estime que la personne qu'on a vue à l'accueil, si cette personne-là rentre chez elle et elle se fait fracasser la tête, on en est sûr et certain, là, on va prévenir les flics, hein, il ne faut pas exagérer. On a besoin de l'accord du procureur du roi pour relever le secret professionnel. Ah, je l'avais pas encore entendu. Oui, mais je crois qu'il y a une notion d'urgence. Et si tu justifies que tu devais aller rapidement, tu peux. Mais enfin, encore faut-il bien construire ta justification. Parfois, dans l'urgence et l'émotion, c'est chaud. Hein. Voilà. Et alors, AS du planning faisait remarquer que ce sont des médecins généralistes qui sont dans les plannings la plupart du temps. C'est vrai que parfois, il y a des médecins gynécologues, mais la plupart du temps, ce sont des médecins généralistes spécialisés en petite gynécologie. Voilà, voilà. Donc voilà, ça, c'est bien, on aura reparlé du secret professionnel. Comment pouvez-vous chercher des preuves? En dialoguant avec la victime supposée, vous ne pouvez pas vous présenter chez elle, je suppose. Absolument pas. Nous, on reste dans le planning, sauf exception quand on va en animation et tout ça. C'est pas vraiment notre job, hein, à ce moment-là. Ce qui va se passer, c'est qu'en entretien, on va formuler à la personne. Là, je pense que vous êtes en danger. Est-ce que vous m'autorisez à aller parler à la police? Si elle dit non et qu'on est quand même sûr qu'elle est en danger, on la prévient, on dit écoutez, là, je vais devoir parler à la police. Et on fait les démarches voilà, mais ça nous arrive très rarement, hein. Oui, c'est quand même, heureusement. Mais j'ai l'impression, l'air de rien, ça c'est une bête impression de terrain, mais que les violences conjugales augmentent. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça se voit de plus en plus. Je crois qu'elles sont plus dénoncées aussi. Mais ouais. J'imagine que c'est ça. Mais c'est pas nécessairement parce qu'il y a violence conjugale qu'on va briser le secret professionnel. Généralement, on dit à la victime, parce que c'est généralement la victime, de toute façon ça se dit pas le victime, donc je suis débile, mais on va donner des pistes à la victime pour qu'elle se protège, qu'elle identifie des personnes de confiance, qu'elle sonne à une institution qui s'occupe de personnes, de femmes battues, d'hommes battus, donc voilà. Donc, est-ce qu'il existe en Belgique les mains courantes? Je croyais que ça avait changé de nom, moi, AS. On n'avait pas dit ça à notre... Enfin, bref. Peut-être tu peux mettre la définition de main courante. Donc, il s'agit en fait de pouvoir faire une déclaration à la police sans porter plainte nécessairement.
Donc Ah ça évite. Donc ça permet d'avoir un dossier avec des témoignages répertoriés sans entamer une procédure de main courante, pareil que quoi. Ça s'appelle pareil. Mais Nana Psy, je demande si en Belgique la main courante s'appelle main courante. Je pense qu'elle s'appelle main courante. Ouais. Mais encore une fois, c'est très très rare. C'est dans des cas, dans des cas extrêmes. En cas de violence conjugale répétée, par exemple, Oui, oui. ça permet de ne pas avoir le papier officiel de la police qui débarque chez le mec. Vous avez une plainte contre vous, blablabla. Là, c'est vraiment déclaré. Voilà, il m'a frappé, j'ai un coup là. Je ne souhaite pas porter plainte, mais voilà. Est-ce que théoriquement, tiens, maintenant j'y pense, est-ce que théoriquement des médecins du planning pourraient être qualifiés pour, on va dire, attester de violences subies? Est-ce que c'est déjà arrivé? Non, maintenant. Je pose la question, je me fais la réflexion, est-ce que ça pourrait arriver? Oui, j'imagine que, par exemple, pour des violences sexuelles, les médecins seraient qualifiés. Maintenant, comme ce sont des médecins généralistes, oui, des médecins généralistes, à mon avis, pourraient. Mais je pense qu'il y a des médecins en hôpital qui sont spécialisés là-dedans. Oui, mais voilà, je me dis, tiens, est-ce que ça pourrait arriver? Est-ce que ça pourrait se faire? La police est-elle déjà venue au planning pour demander des infos sur une patiente ou un patient? Ben oui, je pense que c'est déjà arrivé. AS, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'il y a déjà eu des histoires pareilles. Mais enfin bref, voilà. En tout cas, ça s'est vu quand... Non, non. Ça s'est vu quand... On a déjà eu des peurs, mais... Quand l'avortement était toujours illégal, des perquisitions de police... en planning, donc dans les années 70 à 90. Et le truc que faisaient les plannings, c'est que, parce que comme c'était illégal, ils ne pouvaient pas, il y avait des perquisitions, et ce que faisaient les plannings, c'est qu'ils ne mettaient jamais les noms des patientes dans les dossiers, et il y avait la personne qui s'occupait des dossiers, la secrétaire, qui reprenait toujours son carnet chez elle avec les chiffres des dossiers correspondant au nom des patientes, en fait. Donc merci Aigrette de partager cette info. Donc le centre de référence pour les violences sexuelles se trouve à Herstal, je pense. C'est vrai que maintenant on a plusieurs centres comme ça qui ont ouvert en Belgique et qui ont un succès fou malheureusement, donc qui ont énormément de patientes depuis leur ouverture, de patientes, de patients aussi. Donc bien nécessaire. Et là, ils disposent de tout ce qu'il faut pour faire les constatations de violences sexuelles particulièrement. Oui, c'est une institution qui est forcément spécialisée là-dedans, ouais. Donc le suivi doit être... J'espère que le suivi est bien... J'espère que le suivi est chouette. Je pense que c'est pas mal pensé. Ça va. Merci pour les 11 viewers, c'est vraiment sympa, le chat est cool cette semaine, merci beaucoup. Mais oui, j'ai l'impression que... Donc on a été faire une visite récemment chez des partenaires qui travaillent avec la police, donc c'est le... C'est Cova. Oui, merci. Donc c'est les accompagnants... SAPV, pas c'est voilà, Cova. Pardon. C'est quoi c'est Cova? Je sais plus. SAPV. C'est les personnes qui accompagnent les victimes qui ont eu affaire à la police, par exemple. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et il nous avait dit que la main courante portait un autre nom, mais je ne me souviens plus. J'ai une mémoire de fromage troué, moi, c'est terrible. C'est Cova, c'est la zone de police. On n'était pas loin. Oui, c'est ça, mince. Ça va. Voilà. Donc, on a parlé de notre service gynéco. On a parlé des AS, on a parlé des psys, on a parlé de la sexo. Et alors, il reste... Il manque... Les consultations, on l'a vu plus haut, quelqu'un a fait un commentaire. C'est AS qui a parlé des... Ah non, je pense que c'était Nana Psy qui a parlé des consultations juridiques. Tout à fait. Mais effectivement, tous les lundis... Ouais, non, je sais. On a... Ah oui, merci Edouard Di Marielle. Il y a aussi le numéro 0800 30 030. Projet Oreille Attentive, une hotline multilingue pour les personnes victimes de violences conjugales qui ne parlent pas français. Eh bien, c'est super.
Merci beaucoup pour ce que tu viens de mettre dans le chat, c'est vraiment super intéressant. Je savais le numéro 0800 30 030 et le projet Oreilles Attentives, et je ne connaissais pas le projet Oreilles Attentives. Merci C'est beaucoup. bien de faire de la com autour de ces projets-là. Hein, parce que comme ça, on le sait au moins, et on peut peut-être réorienter des personnes, qui ne parleraient pas français. Alors oui, avant de parler du service juridique, je voulais juste parler, on parle des violences conjugales, et encore une fois, dans l'actualité, on a une femme politique du CDNV qui vient de... décédée sous les coups de son partenaire. Voilà. Donc oui, c'est trop confidentiel, mais voilà. Donc l'air de rien, des numéros comme ça, c'est important. Si vous êtes victime de violences conjugales, de violences intrafamiliales, il faut en parler, il faut trouver des personnes de confiance, il faut sortir de la violence, parce que ça peut se terminer de manière très grave. Hein. Je sais plus où en étaient les statistiques des féminicides en Belgique et en France, mais c'est toujours beaucoup trop. Et ici, c'est une nouvelle fois médiatisé parce que c'était une personne politique, mais dans l'ombre, il y a beaucoup trop de violences conjugales et beaucoup trop de féminicides généralement. Alors, on veut pas invisibiliser les hommes, hein. Il y a des hommes qui sont victimes de violences conjugales, mais généralement, ce sont les femmes. C'est tellement sous-représenté que même dans la loi a féminisé ces victimes dans la description. Maintenant, il y a aussi, on peut rentrer dans le débat, hein, il y a aussi peut-être une impossibilité pour les hommes de parler parce que justement, ils sont peu représentés, peu reconnus. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'il faut changer, évidemment. Et donc la dame, c'était l'ancienne Inugel. D'accord, bonjour. J'imagine que c'était un lien. Tu ne peux pas mettre de lien ici. Je ne sais pas si c'était un bon lien ou un mauvais lien. Bonjour d'abord. Et donc la dame en question, c'était l'ancienne bourgmestre d'Alost. En Belgique, une femme est tuée tous les 10 jours, ce qui est énorme. Ce qui est beaucoup trop. Ça fait 36 femmes par an environ. Hello, check 1 in 6 sur Google. Bon. Compte créé le 19 décembre 2013. Donc, mais évidemment, là, ça peut aussi servir de lien comme thème à nos consultations juridiques. C'est vrai que le juriste en planning familial va être plus spécialisé en droit de la famille, en violence conjugale dans certains cas aussi, va être par exemple compétent pour des histoires de divorce surtout. Voilà, c'est vrai que nos juristes, à part s'ils ont des spécialisations personnelles, sont souvent consultés pour des questions relatives aux droits de la famille. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, avant au planning, on avait de la médiation familiale, mais ce n'est plus dans nos compétences. C'est sorti de notre décret. Bam ! Donc, je trouve que c'est un peu con, c'est un peu dommage. Cependant, on travaille toujours. On peut réorienter nous, on réoriente chez une médiatrice familiale qui travaillait chez nous, qui est du coin. Et donc, forcément, une personne ou un couple peut venir ici au planning avec la demande, ou ça peut venir du juge. Et on va réorienter chez notre médiatrice, on va dire attitrée, avec laquelle on travaille. Mais c'est plus dans notre décret. Et alors la différence entre médiation familiale et thérapie de couple, c'est juridique. La médiation familiale, ça va être trouver des accords juridiques. Non, justement, c'est avant de passer. Ouais. C'est pour ne pas avoir affaire à un jugement, etc. Toutes les procédures avec un avocat. Donc ça va être de la médiation qui va être actée de façon officielle. Donc par exemple, si un couple s'entend encore relativement bien, un ex-couple s'entend encore relativement bien pour discuter de la garde des enfants, il peut aller voir un médiateur ou une médiatrice familiale et mettre par écrit les systèmes de garde. Et ça aura valeur juridique. Mais le problème, c'est que parfois, la médiation est impossible. Et donc, là, on est parti dans les procédures judiciaires. Donc, c'est toujours mieux de pouvoir passer par le médiateur, moins onéreux, moins chronophage.
et parfois plus facile. Ouais. Et on a quasiment fini la présentation du planning. On a fait le pôle... Oui, ma surprise. Je sais. Il y a le pôle accueil qu'on a présenté. Établir une convention. Qui peut, oui, établir une convention, comment ça s'appelle, une convention une convention de médiation, je sais plus. Une convention. Et oui, encore une fois, le prix ne doit pas être un frein et de toute façon, c'est à Bruxelles qu'ils font payer. Et attends, important de dire aussi le juriste est là à titre de conseiller. Donc, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir être votre avocat pour aller au barreau avec vous. C'est quelqu'un qui va vous donner un conseil juridique, qui va vous aider à rédiger un courrier, qui va vous expliquer des courriers juridiques que vous avez reçus. Voilà, c'est plutôt ce genre d'action qu'il va pouvoir faire. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé d'aller trouver un avocat, le payer 500 € l'acte. Ici, c'est vraiment un one-shot ou alors un suivi à court terme. Mais la thérapie de couple, Aigrette n'a pas, comme disait Cécile, la thérapie de couple n'a pas de valeur ou d'incitant juridique, on va dire. C'est deux personnes qui se disent, ben voilà, on va aller en thérapie de couple parce que ça va pas, je sais pas, on s'entend plus, et donc ils vont d'eux-mêmes en thérapie de couple. Et là, il n'y a pas de rapport. Donc, si par exemple, les gens se chamaillent pour la garde de leurs enfants, le thérapeute ne va pas dire « Je préconise que madame prenne les enfants 3 jours par semaine et monsieur le reste du temps. » Ça, on ne fait pas, nous. Parfois, certains thérapeutes le font, mais pas en planning. Enfin, pas dans notre planning. En tout cas, je ne sais pas si certains plannings le font. Mais... Donc, alors, je pense qu'on a oublié un truc, c'est le prix chez nous des consultations gynéco. Petite gynéco. Oui, on n'en avait pas parlé, donc c'est aussi assez dérisoire. Eratum. On pratique le tiers payant. Donc ça veut dire que pour les personnes qui sont en ordre mutuel, elles vont payer 6 €. Et les personnes qui sont bénéficiaires de l'intervention majorée, qui sont BIM, elles ne payeront que 1,50 €, ce qui est absolument dérisoire. Et ce qui est très chouette. Et si quelqu'un n'a pas de mutuelle, alors c'est 25 €. Ouais. Mais le prix ne doit jamais être un frein. Oh, oui, d'accord. Oh, bravo. Alors, Kifounette nous dit, la thérapie de couple a vocation de réparer le couple, alors que la médiation, c'est l'étape d'après quand le couple ne peut plus être sauvé. Parfois, certaines thérapies de couple, c'est comment se séparer harmonieusement. Ouais. Parfois. Ça dépend vraiment des situations, mais c'est vrai que la médiation, c'est plutôt quand les personnes ont du mal à communiquer et qu'il faut mettre de l'ordre. Ouais, il faut cadrer. Ouais. Oui, cadrer. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc voilà. Donc, accueil qui va mener soit au social, soit au médical, soit au psy, soit au juridique, soit au sexo, ça fait 6. Voilà, ça c'est pour nos accueils individuels, etc. Et maintenant, alors on a nos missions. Ouais, nous en tant que travailleurs en planning, on peut également être animateur EVRAS. Donc ça veut dire qu'on a une mission de prévention, d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc ça veut dire qu'on va aller dans les écoles. Nous on a un label officiel EVRAS, donc ça veut dire que c'est nous qui allons dans les écoles pour faire les animations d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Et on va pas que dans les écoles, on va aussi dans des institutions pour personnes présentant un handicap. On peut aller dans d'autres institutions. Croix-Rouge, oui, c'est ça. Centres fermés, des internats, voilà. Et on fait aussi de la prévention en milieu festif. Et ça, cette année, on est en manque. Vous allez ici, voilà. Voilà, exactement. Incroyable. Normalement, on va dans les festivals. Elle suit bien la conversation, c'est bien. Et donc cette année, comme les festivals ont été, tu sais, il y a toujours une petite partie de moi qui dit festival. Les festivals. Comme les festivals ont été annulés, eh bien, nous sommes tout à fait démunis. Et alors, Lucas,
je t'ai préparé une petite surprise. Ah, super! Je suis sûr que je vais adorer ce qui va se passer. Donc, pour mettre un peu la légende de ce qui est en train de se passer, en festival, souvent, les travailleurs de planning, souvent c'est plusieurs plannings qui se mettent ensemble, quand c'est des gros festivals comme par exemple les Ardentes dans le coin. Mais ça peut être aussi, nous, dans les petits festivals de campagne, on va notre planning tout seul à 2 travailleurs. Oui, dans ce qu'on appelle encore dans nos contrées les balles. Voilà. Les balles de Et donc, campagne. nous distribuons des préservatifs et pour que ce soit un peu ludique et attirant, on met parfois les personnes qu'on croise au défi, comme je vais le faire avec Lucas à l'instant. Au défi! À savoir, en festival, il arrive parfois que les personnes soient un petit peu imbibées ou sous l'influence de certaines choses. Alors malheureusement, je ne suis pas imbibé. Ensuite, on peut remédier à ça aussi. On est à combien de followers? Ah oui, je me suis déjà déguisée, mais c'était pas avec les plannings, ça, c'était quand je travaillais à Espace P, j'étais déguisée en sida. Oh, bienvenue, coucougnette collante. Oh, sympa. J'aime beaucoup ton pseudo. Et donc, nous mettons au défi les personnes présentes en festival de mettre un préservatif en étant en état d'ébriété ou autre. Sans voir. Sans voir. Sans voir. Donc, j'ai Lucas... les mains moites. J'ai les mains moites d'excitation. Attendez. Ce qui va se passer est totalement terrible. T'es cap, mon pote! Incroyable. Ah oui, ils arrivent à lire parce que c'est... Parce que c'est dans le bon Je sens. tape les micros, hein. Donc faut pas que tu tapes les micros. Comment est-ce qu'on... T'arriverais à te reculer un peu. Oui, Comme ça. attends, je peux faire comme ça. Ah mais non, mais il faut pas que tu vois. Donc vous allez voir ce que Lucas fait. Ah, Donc, comme vous le voyez, Lucas ne va pas voir ce qui va se passer ici, là-dedans. je ne dois pas regarder l'écran. Et donc, déjà, il a de la chance parce que notre modèle est une imitation de pénis en érection, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est imbibé. Ça complique les choses. Et alors, nous demandons aux festivaliers de passer les bras dans ces petits trous et de mettre un préservatif. Et on vérifie que toutes les étapes sont bien respectées. Et croyez-moi, c'est pas gagné. Je suis vraiment très gêné. Alors, pour les étapes, incroyable. Ce qui va être important, c'est... Oh, elle est vraiment très chouette. Oui, c'est une ancienne campagne qui était géniale. Elle est périmée. Hein. On n'utilise pas des bons préservatifs tout neufs. Eh bien, justement, hein, très important, vérifier de 1 l'état du préservatif, s'il est tout craquelé, dégueulasse. C'est pas une super idée, pas de pression. Je suis en festival, très pressurisé. Moi, je leur mets la pression. Hein. Je veux dire, parfois, on a la pression. Hein. Donc, de 1, vérifier l'état extérieur du préservatif. S'il est tout craquelé, c'est pas une bonne idée. De 2, vérifier la date. Ici, je peux voir 2017, le 9 2017. T'es donc, fichu. je pense qu'il est périmé. Donc, ne pas l'utiliser. Parce que sinon, le latex devient poreux. Donc, Et qui dit latex poreux dit sécrétions qui sortent du préservatif. et chance de craquer. Ouais. En plus. Et de 3, vérifier le logo CE qui soit bien CE avec un espace au milieu. Parce que s'il n'y a pas d'espace au milieu, ça veut dire qu'il n'est pas certifié européen et que ça veut dire China Exports. Donc voilà. Dépêche-toi, j'ai pas toute la nuit. Alors, pour les collègues qui sont là, vous remarquerez que cette boîte a été entièrement rénovée. Par Elle est toute les soins de Cécile. Donc ne pas l'ouvrir avec ses dents. Je ne vais pas l'ouvrir avec mes dents. Je vais essayer que le micro soit... Alors, je l'ai pas mis sur le côté. J'ai plus l'habitude. Donc normalement on le met sur le côté. Pas d'histoire personnelle. J'ai sorti le preservative. Alors, très important. Nous vérifions le alors, sens. Maintenant, tu dois mettre tes mains dans le trou, hein, parce que sinon tu triches. Ah, bah, ouais, c'est comme ça. Attends. C'est pas facile avec le micro, j'avoue. Alors, je vais essayer de continuer à parler dans le micro. Je ne regarde pas l'écran parce que sinon je me vois dans le retour. J'ai pincé la bulle du dessus. J'ai littéralement pincé la bulle du dessus.
Je déroule le préservatif. Mais tu vois dans l'écran, en mais fait. non, mais je te regarde. Je te Ah, c'est bien, regarde. c'est bien. Et je pense qu'il est bien mis. Oui, bravo. Je pense qu'il est bien mis. Donc, un petit rappel des étapes. Avant de déballer, vérifier la date de péremption, si le paquet est en bon état et s'il est certifié européen. L'ouvrir délicatement, pas avec les dents, ni avec un objet qui pourrait abîmer le préservatif. Vérifier le sens du déroulement, parce que si vous le déroulez à l'envers, ça va être très difficile. Et j'ai bien fait ça. Hein. Bien pincer la petite capsule au-dessus pour dégager l'air. Sinon, au moment et de la pénétration et de l'éjaculation, ça va faire exploser le préservatif. Et ensuite, dérouler jusqu'au bout le préservatif. Très bien. Alors, une fois qu'il y a eu éjaculation, on se retire tout de suite. On fait pas des câlins parce que, en fait, le pénis, naturellement, va redevenir tout petit et tout flasque. Est-on certain que Lucas est habillé? Oui. C'était une en plastique, je vous le promets. Je suis habillé. Quand il était... C'est vrai? Oui, ça faisait un drôle d'effet. Excellent. Donc on se retire tout de suite et on tient la base du préservatif pour être sûr qu'il ne reste pas à l'intérieur et qu'il ne glisse pas. Parce que s'il reste à l'intérieur, c'est risque de sécrétion. Et qui dit risque de sécrétion à l'intérieur du vagin dit risque de grossesse et ou d'IST. Elle est bien la nouvelle version de la boîte. Ouais, elle est cool parce que l'autre commençait à tomber en ruine. Voilà. Ruine. Donc voilà, je pense que j'ai réussi le test et à mon avis, on mettra ça dans les clips de la chaîne parce que c'est assez marrant. Bravo. Bonjour Watloo, tu tombes bien et tu regardes Cécile, lui c'était très sensuel, mais je l'ai pas regardé par là. Hein. Il fallait pas qu'il regarde l'écran parce que sinon il voyait ce qu'il faisait et c'était pas le but du jeu. Oui, alors c'est vrai que ça, à mon avis, c'est peut-être un peu tendancieux sur la VOD. T'inquiète. Ah, ça va être dégueulasse. Je te déteste. Oui, enfile-le avec sensualité. Je suis le type le moins sensuel du monde et je m'en excuse. Le but ici n'est pas la sensualité, sorry pour ceux qui voulaient. Oui, c'est d'être le but est efficace. L'éducation quand même. Voilà. On rigole aussi un petit peu. Ouais, je pense qu'on va garder cette séquence. Je pense que je vais la couper et que je vais Lucas, faut jouer le jeu. Mais non, je vais la couper et tu vas la garder pour la mettre dans une autre vidéo pour faire comment bien dérouler un préservatif. Ça pourrait être chouette. Très très bien. Et donc en festival. Avec une petite vidéo porno des années 70. Une petite musique. Tu veux mes musiques? Oui, je veux bien. Ça va. Donc voilà, oui, je suis bien habillé. Merci Cécile, c'était super chouette, j'adore cette expérience. Avec plaisir. Je te déteste. C'était cool. Ouais, et donc en festival, c'est vrai que on a souvent cette fameuse boîte. C'est pour ça qu'elle était toute abîmée, c'est parce qu'on la trimballe un peu partout. C'est vrai que d'autres plannings l'utilisent aussi et que c'est un outil ludique qui fait rire, qui attire un peu les foules. Donc grâce à cette entrée en matière, on a l'occasion de parler vie relationnelle, affective et sexuelle avec les personnes qu'on croise. Et on croise souvent beaucoup de monde. Alors ne pas faire comme ça. Ça, il faut pas faire. C'est parce que je n'ai pas le choix. Voilà. Et donc, très bien. Franchement, Lucas, tu m'as épaté parce que moi, j'ai plutôt tendance à voir les personnes qui ont un peu trop bu et qui font ça n'importe comment, malgré qu'elles se disent expertes. Alors, petit rappel sur le préservatif. Vous en avez sûrement déjà parlé dans les lives précédents. Le préservatif s'adapte à toutes les tailles et toutes les formes. Oui. Donc, quand quelqu'un vous dit « Non mais moi, le préservatif, ça va pas, il est trop gros. » Allez, si je m'étais pas lavé les cheveux hier, sait mettre un préservatif sur la tête et le gonfler avec son nez. Donc, c'est totalement faisable. C'est un sacré volume quand même. Ouais. Alors, cependant, je tiens à dire que il est vrai que des fois ça peut un peu serrer, ça peut être difficile ça peut quand même être un peu plus difficile de le dérouler. Mais avantage, ça permet
grâce au fait que ça sert de maintenir une érection qui parfois peut être un petit peu molle, et ça permet également de faire durer un peu plus le rapport sexuel quand on a l'impression que ça va un peu vite. Ouais. Et donc voilà, si jamais c'est quand même trop désagréable, hein, ça peut arriver. Les marques font des tailles différentes, mais c'est vrai que c'est mieux que ça serre. Hein. Il faut que ça reste, il faut que ça reste serré et bien C'est sur du le marketing pénis. pour valoriser vos égos. Ouais, ça peut se tenir. Là-dessus, on va pas nécessairement être d'accord, parce que je suis un homme et que j'ai un ego. Mais voilà, sachez que ça existe, mais qu'il faut que ça reste quand même suffisamment serré pour ne pas qu'il glisse. 14 viewers. OMG, eh ben oui, forcément, quand on fait des conneries avec des capotes, ça aide, hein. On met un préservatif et il y a plein de viewers. J'arrive jamais à dire viewers. Viewer. Alors, vous avez bien vu ce que j'ai fait aussi, si vous avez été attentif. Après le rapport, on fait un petit nœud, on le lance à la poubelle, hein, pas derrière soi ou sur la tête de sa partenaire. Voilà, En festival, vous faites bien ce que vous pouvez, mais essayez que ça traîne pas après pour ceux qui ramassent les crasses. Oui, bah tapez-le dans un paquet de chips vide. Vide, ou tapez-le dans les crasses, mais bon, voilà, oui, ne le laissez pas, ne jouez pas avec, voilà. Et donc, c'est l'entrée en matière pour une discussion en festival. Et parfois, on se rend compte qu'on est utile sur plusieurs plans, pas nécessairement comment mettre bien une capote. Mais notamment l'année dernière, il y a eu un appel à projet lancé qui a touché beaucoup de personnes sur le harcèlement en festival, parce que là, encore une fois, les statistiques étaient dramatiques. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un petit peu d'alcool ou qu'on a fumé un petit pétard qu'on peut se permettre de toucher les fesses de la personne qui est devant nous. Non. Donc, c'est vrai que l'euphorie de l'été, parfois, donne l'impression à certaines personnes qu'ils ont des droits qui leur apparaissent directement comme ça, pouf, grâce au festival, mais niet. Donc, en planning familial, quand on est sur festival, on est aussi, notre tente, c'est aussi un endroit ressource pour les personnes qui auraient vécu ce genre de problème. Ils peuvent venir parler, on peut leur donner des solutions pour ce qui s'est passé, parce que parfois c'est plus grave que s'être fait toucher les fesses. Et voilà, c'est un peu une safe zone. Ouais, ça c'est notre travail de prévention en milieu festif. Donc voilà, on est présent, nous, dans les balles de la région, dans peut-être des fois les plus gros festivals et certaines petites, certaines petites manifestations. Mais on est là, c'est notre axe prévention, notre axe animation. Petite remarque aussi, dans les grands festivals, nous avons à disposition des pilules du lendemain. Et en festival, ça peut aussi arriver, un petit coup de folie. Et, ouais. Et donc, si vous n'avez pas pris le préservatif la veille, venez prendre la pilule du lendemain, le lendemain. Mm-hmm. Voilà. Je pense que je pense qu'on a tout dit, hein, sur la présentation du planning. Il y a aussi le pôle animation. Oui, on en a un petit peu parlé. On en parlait un petit peu. Au final, le pôle animation, oui, qui ne se retrouve pas dans le pôle prévention. Comme je disais, le pôle animation, c'est celui qui nous permet d'aller dans les écoles, d'aller dans les institutions, pour faire de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, donc de l'EVRAS, et donc distiller tout ce qu'on sait, forcément tout ce qu'on dit sur la contraception d'urgence, sur c'est la fameuse El Famoso mallette animation, donc, qui suit chaque animateur. Chaque animateur a à sa disposition une mallette avec dedans plein de trésors. Je vais donner un coup de micro. Par exemple, nous avons tous les moyens de contraception à montrer aux élèves. On a déjà fait un live sur la contraception, donc on va peut-être pas développer le sujet en détail.
Mais voilà, comme ça, les élèves peuvent toucher, un peu démystifier. On peut leur montrer concrètement à quoi ça ressemble. Ils peuvent se dire que oh là là, un stérilet, c'est pas comme ça. Voilà. Et puis, c'est vrai que parfois, oui, on a des idées complètement fausses. Et puis, découvrir des moyens de contraception qu'on voit pas tous les jours, comme par exemple le fameux préservatif dit féminin. Nous, on l'appelle le préservatif flottant. Voilà. Parce qu'il est... Là, voilà. Si vous avez un trop gros pénis, utilisez le préservatif flottant. Vous ne serez pas serré. Ah ouais, ça non. Allez, je vais le déballer. Allez, on déballe le préservatif Donc là, flottant, c'est la Si vous arrivez à être folie. serré là-dedans, il faut consulter, c'est qu'il y a un problème. C'est la folie. Voilà. Ah, il est neuf en plus. Bah oui. Ah, il est tout lubrifié. Ouais. On sera deux à avoir du lubrifiant sur le Super, bras oui, comme parce ça. que ça va très bon. Donc, pour le placer, c'est simplissime. Oh, tu prends vagina De quoi? derrière. Vagina derrière. Ah ouais. On sort le grand jeu ce soir. Donc là, c'est un vagin tout en transparence. On vous rappellera donc que ceci... Ah bah oui, tu viens de le dire, est un vagin tout en transparence. Donc on voit l'utérus qui est là. Le vagin est ici, tout transparent. Et Les alors, deux pour placer ovaires. le préservatif flottant, il vous suffit de prendre le petit anneau qui est à l'intérieur, faire un 8, comme l'anneau vaginal finalement, et placer... Oh, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Voilà, là il est bien placé. Là, il est très bien placé. Donc s'il se déploie au fond du vagin, hop, tuc, ça tient. Et alors, pour la pénétration, il faut bien tenir ce bout-là parce que sinon ça risque de passer à Ouais. côté. Ou voilà. En tout cas, là, pas de risque d'être serré, hein, vraiment. Et pour le retirer, il suffit de tirer dessus. Tu as mis du lubrifiant dans le... Non, vagina. Ah ouais, j'ai cassé. Non, j'ai pas cassé. Il s'ouvre, c'est vraiment très bien fait ces choses-là. Donc voilà, ça c'était pour la petite anecdote. Donc ça permet aussi aux animés de voir, des moyens de contraception qu'on voit pas tous les jours et de pouvoir discuter, en parler sans tabou. Inugel, salut Lucas, t'as le ban facile, dis donc. Oui, c'est vrai. Me revoilà après 10 minutes, mais donc j'essaie de participer à votre sujet. 1 in 6, c'est la statistique d'hommes abusés sexuellement. C'est évidemment moins que les femmes, mais c'est aussi nettement plus qu'on le pense. Le site du même nom de cette statistique est une excellente ressource pour les victimes. Mais écoute, déjà, excuse-moi, mais c'est vrai que j'ai le ban facile parce qu'on sait ce qui arrive généralement. Si tu mets un lien, je vais savoir que c'est un lien et il va être purgé. Et si tu mets juste une petite phrase 1 in 6 sans expliquer la teneur du propos, forcément je vais virer ça. C'est pas si tu m'avais sorti une phrase complète. Oh, je suis très dur. Pardon. Si tu m'avais sorti une phrase, oui, c'est horrible. Bah, évidemment. On est en roue libre. Évidemment. Voilà. Quand on parle de sexualité, ça part toujours en couille. Ouais, voilà, j'allais expliquer, mais j'ai été banni. Mais voilà, c'est mieux d'expliquer avant. Et puis de potentiellement mettre ça un aussi lien dans les règles du chat parce que c'était pas très clair. Mais merci pour l'article qui est intéressant du coup. Et 1 in 6, la statistique est super intéressante. C'est vrai que c'est beaucoup trop. C'est des abus sexuels, tiens, ça c'est oui. C'est beaucoup trop. Comme tu dis, c'est moins que les femmes, mais c'est nettement plus qu'on le pense. Tout à fait. Ben ça va, franchement merci, j'irai voir... je revois Talban facile, dis donc, c'est vrai, excuse-moi. J'irai voir le site, merci pour la ressource, je vais le mettre dans le coin. 1 in 6. 1in6.org. Merci en tout cas. C'était chouette, on a fait de petites... De petits entremets sur la contraception, c'était assez sympa. Yep. Donc c'est des exemples de ce qu'on peut vivre en animation ou sur festival. Ouais, alors, ça, en fait, il faudrait vraiment avoir un espèce de vagin miniature transparent pour montrer, parce que... Faudrait vraiment en avoir,
Non, mais il faudrait vraiment pouvoir amener quelque chose comme ça en animation. Parce que tu peux, hein. Mais c'est parce que j'ai l'impression que les élèves, quand on explique le préservatif flottant, quand ils voient le grand bazar comme ça, ils se disent... C'est un sachet plastique. Qu'est-ce que c'est Et je me dis que ce serait... Franchement, de l'avoir vu comme ça, de bien l'avoir visualisé, c'est plutôt chouette. Ouais, c'est le prend carrément. Là, t'amènes toujours le vagin, il est dans ta valise. Ah bah... Le comme ça, le grand comme ça. Ah bah voilà, oui, mais non, mais c'est bien, c'est bien. C'est parce que je me dis que c'est quelque chose que je ferais bien également. Je l'appelle mon vagin. C'est mon vagin. Ce live est bizarre, il est devenu bizarre. Ouais. Aussi, par exemple, on peut montrer parce que c'est un spéculum. C'est un canard. Aux jeunes filles. Quand on parle de puberté, par exemple, on va leur montrer pour la première fois souvent un spéculum. Ça leur permet aussi de voir un petit peu comment ça va se passer la première fois chez le gynéco. Moi, les fois où on a amené un spéculum en animation, les filles étaient terrorisées. Ouais. Terrorisées. Oh, on va mettre ça là-dedans. Bah, c'est l'occasion d'expliquer le vagin, c'est un élastique, lalali. Donc, oui. C'est un tissu musculo-muqueux. Bravo. Je pense. Donc, qui s'étend en fonction de ce qu'on va mettre dedans. Oui. Et comme tu dis, encore une fois, dédramatiser que c'est pas nécessairement parce qu'on va chez le médecin avec formation gynéco ou chez le gynéco qu'on va mettre le spéculum. Il faut calmer tout ça, voilà. bien prendre le temps. Et c'est ce qu'on fait au planning, donc. Oui. On prend bien le temps d'expliquer et de dédramatiser tout ça, hein, au final. Donc voilà, 22h20. Je pense qu'on est bien. Je pense qu'on a fait toute la présentation du planning. Je pense qu'on n'a rien oublié. Donc voilà, je sais pas si dans le chat vous avez peut-être encore une ou deux autres dernières questions. Sinon, je pense qu'on va tout doucement commencer à terminer la session. En tout cas, c'était très chouette. Merci aux personnes qui ont suivi. Merci aux personnes... moi, j'en ai posé une un peu plus haut, je vais regarder. Avec d'autres plannings sur des grands événements. Oui. Ah ouais. Donc, par exemple, les Ardentes. Dans notre cas, on travaille avec tous les plannings de la coordination laïque liégeoise. Donc, tous les plannings qui sont affiliés à la fédération laïque. Ils travaillent ensemble, donc on fait des horaires, on met X travailleurs sur le coup, et là on travaille ensemble. Sinon, il existe un groupe à la fédération laïque qui s'appelle, enfin même pas, c'est pas que la fédération laïque, dans ce cas-là c'est Sex & Co. Ouais. Donc c'est un groupe qui travaille spécifiquement sur les festivals et qui va développer des outils, qui a sa tente qu'on amène à chaque fois sur festival, qui se retrouve sur énormément de festivals en Belgique. Et donc quand vous voyez la tente Sex & Co, ben, ce sont les plannings familiaux qui sont là. C'est vrai que attention, en festival, on rencontre les professionnels de planning, on rencontre également Solidaris, encore une fois, qui est beaucoup sur le terrain et qui distribue des préservatifs également. Juste petite remarque, Solidaris, ils ne sont pas nécessairement dotés de travailleurs. C'est vrai qu'ici à Liège, il arrive que des travailleurs planning soient là, mais ce n'est pas la majorité. Comme ils ont besoin de beaucoup de monde pour être bien présents sur le terrain, ils engagent des étudiants qui, heureusement pour eux, et évidemment, ne sont pas nécessairement formés à l'Evras. Donc, voilà, si vous voulez des préservatifs, vous pouvez aller chez eux comme chez nous, ce sera bon. Si vous voulez des conseils Evras, alors venez plutôt chez Sex & Co ou dans un stand planning. Voilà. Voilà. De rien, Edmond dit Marielle, je rappelle qu'on est là tous les jeudis. On commence à 20h30, on finit à 22h30, 23h. Ça dépend de nos sujets, ça dépend des interactions avec le chat. En tout cas, aujourd'hui, merci. Vous avez été très chouette. On est monté à 14 viewers. Ben forcément, quand on met des préservatifs sans le voir, ben forcément, je pense que ça attire les gens. Il faut du visuel.
Et ouais, donc 14, waouh! Donc voilà. C'est parce qu'on a nos potes aussi qui sont super cool. Ouais, hein, Merci. Hein. Merci pour les follow. Et ben alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On n'a pas encore de thème. On verra ça. On verra ça le moment venu. Et voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à la semaine prochaine. Donc 20h30. Toujours le même rendez-vous. À demain en réunion. Oui. Demain en réunion. Notre réunion. Dans 12 heures. Non. Dans 14 heures. Bonne soirée à vous. Au revoir.